Bonjour et bienvenue dans ce JMT numéro 15. Pour ce journal de la mobilité tech, qui est un petit peu spécial parce que je le tourne quelques heures après la présentation du robot taxi par Tesla, et bien pour une fois j'ai décidé d'en faire une analyse à chaud, que vous allez trouver ici. L'analyse à froid et plus approfondie viendra plus tard, probablement dans un épisode dédié. Mais bon, voilà. Pour le reste, eh bien, je vous laisse découvrir ce journal. Et vous trouverez un chapitrage dans la description pour vous permettre d'aller au sujet qui vous intéresse. Avant de commencer ce journal, je voulais vous parler des abonnements. Eh oui, ça faisait longtemps, mais aujourd'hui, les abonnements ont de nouveau ralenti parce que je ne fais plus de demandes, sachant que j'ai passé les 100 000, on va arriver bientôt aux 101 000, mais pour autant, tout n'est pas gagné puisque, ma foi, il faut continuer à croître, puisque sinon, ça va poser des problèmes sur l'algorithme. Et en l'occurrence, j'ai décidé de faire quelques changements qui interviendront fin d'année. Donc il y aura des nouvelles choses en programmation et surtout j'ai absolument besoin de pouvoir vous faire des vidéos en extérieur parce que j'ai de plus en plus de demandes de votre part, mais également des demandes et des propositions qui me permettraient de me déplacer, d'aller voir des voitures, de les essayer, de voir des endroits qui sont fermés d'habitude au public, etc. Donc, si vous voulez que ça se réalise, il faut vraiment qu'on mette encore une fois un coup de collier sur les abonnements. Et puis pour ceux qui sont déjà abonnés, pensez à vérifier que vous êtes toujours abonné, parce que YouTube continue à désabonner de manière arbitraire, on ne sait pas trop pourquoi, certains abonnés. Voilà. Bon, ceci étant dit, passons au journal en lui-même. Depuis les débuts de l'automobile électrique, l'attractivité des modèles est bien souvent conditionnée en France par l'obtention ou non d'un bonus écologique. Alors que d'autres pays ont décidé de se passer totalement d'aide, la France rabote encore un peu plus le bonus pour 2025. Mais il y a de bonnes raisons à cela. La voiture électrique se développe uniquement grâce aux incitations financières. Les retirer ferait disparaître ce mode de propulsion. Voilà une phrase qu'on entend souvent dans les discussions des experts de comptoir. S'il est vrai que dans notre pays ce type d'incitation trouve de l'écho, ce n'est pourtant pas la seule raison qui explique le succès de la voiture à batterie. Pour s'en convaincre, il suffit de voir ce que représente la voiture à hydrogène dans notre parc zéro émission, alors qu'elle bénéficie des mêmes aides étatiques. Reste que ce type de participation financière, tout comme le leasing social, représente une charge non négligeable sur le budget de l'État et qu'il serait déraisonnable de perpétuer ce système alors que les volumes de vente augmentent. Donner 6 000 € en 2017 sans condition alors que les matriculations ne représentaient que quelques milliers d'autos était finalement peu impactant. Mais en 2024, ce n'est plus du tout la même chose. Même à 5 000 ou 7 000 € en fonction des revenus, même en limitant fortement les voitures éligibles, cela représente tout de même un budget important pour l'État. Il est estimé pour cette année à 1,5 milliard d'euros. Or, nous le verrons plus loin, le bonus commence à faire mal aux finances publiques, mais aussi aux constructeurs européens. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les constructeurs traditionnels ont perdu énormément d'argent à cause de ces bonus. Forcés de proposer des modèles avec des marges réduites, voire négatives pour certains, afin de bénéficier de ces bonus pour écouler leur production, ceux qui ont fait le job de la réduction des coûts de fabrication arrivent à proposer des modèles compétitifs sans le même bonus. Pour 2025, l'État devra donc réduire le bonus afin d'alléger la charge financière qu'il représente, mais sans le supprimer totalement, parce que ce serait un coup dans le dos des constructeurs européens qui ne sont pas encore prêts à assurer une concurrence efficace face à Tesla ou les Chinois. Le journal L'Argus a laissé entendre une réduction de 1 000 € pour le bonus actuel de 4 000 et 2 000 voire 2 000 € sur le bonus de 7 000 € réservé aux ménages à faible revenu. Les conditions d'obtention du dit bonus seraient aussi revues. Si en 2024 les voitures chinoises ont été exclues, il pourrait en être de même pour d'autres voitures actuellement épargnées. On n'a pas plus de détails sur le sujet, mais on peut imaginer que des autos à fort taux de composants chinois, comme ceux de Stellantis ou de Volvo, pourraient être impactés. La piste de la disparition du bonus pour l'hydrogène pourrait aussi se défendre, même si je pense que ce ne serait qu'un effet d'annonce, au vu des ventes plus que symboliques de ce type de motorisation. Toujours est-il que la France suit la tendance générale en Europe, et on verra bien l'impact que cela aura sur les ventes. Ce sera à suivre avec grande attention.
On l'évoquait en arrière-plan pour le bonus, les ventes de voitures électriques font polémique en ce moment. Voyons ce que le mois de septembre nous a réservé sur ce plan avec un éclairage bien plus positif que ce que présentent les anti-VE. Il y a toujours un verre à moitié vide et un verre à moitié plein. Tout est une question de point de vue. Et c'est d'autant plus vrai pour les chiffres de vente de voitures en France pour le mois de septembre 2024. 3A Data a publié le 1er octobre dernier des chiffres plutôt alarmants. Et les anti-VE se sont jetés dessus. Les ventes de voitures électriques ont chuté de 6% par rapport au même mois l'an dernier. Voilà qui montre bien, selon eux, que les voitures électriques n'intéressent plus personne. S'arrêter à ce chiffre est un peu trompeur, car le tableau est en fait inverse de ce qu'on voudrait nous faire entendre. Dans le même temps, les ventes de voitures thermiques ont baissé de 11%, et la performance des modèles électriques n'est pas mauvaise au final. Elle représente même un record avec 28 265 voitures immatriculées, soit une part de 20% des immatriculations. Niveau classement, Tesla reprend du poil de la bête avec une première place pour le modèle Y. Un temps contesté par des offres exceptionnelles liées à des stocks d'invendus élevés pour les constructeurs traditionnels, la première place du SUV américain produit à Berlin ne doit rien au hasard. Lors d'une visite en Allemagne, j'avais discuté avec mon interlocuteur du prix des Tesla et entre autres du prix de 36 990 € pour un modèle Y. En entendant ce tarif, mon interlocuteur s'est exclamé « Mais c'est le prix d'une Polo !» Je suis allé vérifier et oui, une Polo GTI par exemple est plus chère qu'un modèle Y propulsion. Entre le prix catalogue hors option et le malus, on est à plus de 37 000 €. Donc finalement, aujourd'hui, les modèles Y et les modèles 3 sont très bon marché par rapport à la concurrence thermique. Reste que Tesla n'a pour l'instant, à aujourd'hui, aucun modèle qui puisse concurrencer les compacts. Autre composante qui a été importante ce mois-ci, ce qui explique le classement un peu différent de ce qu'on pouvait attendre, la fin des livraisons des leasings sociaux a en effet été au bénéfice de modèles en profitant. La IC3 en profite pour atteindre la seconde place, alors que sans les soucis de production et de logiciel, elle aurait pu atteindre la première. La Peugeot i208 et la Mégane E-Tech sont bien placées aussi pour ces mêmes raisons. La nouvelle R5 électrique, quant à elle, bénéficie de la nouveauté et des immatriculations en véhicules de démonstration pour chaque point de vente du réseau. Peu de clients particuliers ont été effectivement livrés. En bas de classement, les ventes de MG4 et EX30 marquent un peu le pas en raison des freins européens aux ventes de voitures chinoises. La Tesla Model 3 tient bien le coup en raison de taxes réduites décidées par Bruxelles. En effet, l'enquête européenne à Shanghai a révélé un impact environnemental bien moins élevé pour la production des Tesla que pour les autres constructeurs, et même que certains constructeurs européens qui produisent en Europe. La taxe est maintenue tout de même en raison de l'impact du transport selon la Commission européenne, mais ça sent surtout la décision politique. Au final, la voiture électrique est désormais prête à passer à la vitesse supérieure en France, car le réseau de charge est assez dense pour accepter plus d'autos. Ce qui manque aujourd'hui, ce sont de bonnes autos compactes, à prix très raisonnable, sans chichi et qui fonctionnent bien. En gros, une bonne Dacia électrique qui aurait les performances d'une R5, eh bien ça, ce serait génial. En tout cas, on va suivre les évolutions dans les mois à venir parce que les choses vont bien changer avec des nouveaux modèles et sûrement des annonces tonitruantes, on l'espère, de Tesla par exemple. Je le dis souvent, les annonces et autres déclarations d'intention sont bien souvent prises au premier degré, mais ce sont les actions qui devraient déterminer notre opinion sur tel ou tel acteur. Cela se vérifie à nouveau avec la fin de la collaboration entre Stellantis et Orano pour le recyclage des batteries. Un nouveau pas en arrière pour Stellantis qui manque singulièrement de vision d'avenir. Franchement, je vais vous le dire, aujourd'hui, j'en ai vraiment marre de bâcher Stellantis quasiment chaque semaine, car je sais que cela affecte énormément de personnel compétent et volontaire dans l'entreprise et chez ses partenaires. Pourtant, la direction et la personne de M. Tavares ne m'aident pas à changer d'opinion sur ce groupe. C'est par un communiqué laconique que le groupe néerlandais, ah oui, je précise, Stellantis n'est pas français, annonce la fin de son projet de coentreprise pour le recyclage des batteries de voitures électriques dans le nord de la France. Faisant suite à la marche arrière de son autre partenaire Automotive Cells Company au sujet de ses usines allemandes et italiennes, Stellantis décide de ne plus être acteur d'une activité clé pour le futur. Nul ne connaît les vraies raisons de ce retrait, mais les conséquences sont quant à elles bien connues. L'usine, qui devait permettre de recycler 1,2 million de tonnes de batteries en 2030, ne verra pas le jour. Voilà qui hypothèque une possibilité de voir l'entreprise se placer correctement dans un domaine où d'autres sont déjà en train d'investir massivement.
Décidément, le train du changement va trop vite pour certains, alors que d'autres mettent du carburant dans la locomotive. En effet, cette année, ce sont plusieurs initiatives dans le sens du recyclage qui ont pris corps dans le monde réel. Tesla a en effet annoncé l'utilisation massive de matériaux recyclés pour la production de ses propres cellules 4680, mais aussi dans la production de son partenaire Panasonic dans l'usine du Nevada. C'est Redwood Materials qui est leur fournisseur principal, ce qui n'est guère étonnant puisque Redwood est dirigé par un des fondateurs de Tesla, J.B. Straubel. Celui-ci avait déjà mis en place une unité de recyclage des cellules lithium-ion dès la création de la Gigafactory 1 dans le Nevada et reste à ce jour investisseur et membre du conseil d'administration du constructeur d'Austin. Le tableau ne serait pas complet sans parler de la Chine. Et oui, encore une fois, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'Information a publié un état des lieux du recyclage dans le pays. Et ça a de quoi effrayer. Ou alors, ça a de quoi inspirer, c'est selon l'état d'esprit du lecteur. 10 000 points de service de recyclage de batteries sont déjà en fonction dans le pays cette année, et ce nombre augmente chaque jour. Allant du petit atelier chargé de réparer et remettre en circulation des batteries, jusqu'à l'usine où les cellules définitivement hors d'usage sont broyées et leurs matériaux récupérés, l'industrie chinoise du recyclage s'oriente vers une meilleure valorisation de l'écosystème électrique. Pour celui qui voit le verre à moitié vide, c'est une catastrophe, et il se dira qu'on ne peut pas lutter contre un tel géant. Pour celui qui verra le verre à moitié plein, c'est inspirant pour faire la même chose en Europe. Le pragmatique, quant à lui, se dira qu'utiliser la puissance industrielle chinoise en les faisant investir en Europe serait peut-être une solution entre les deux. Au final, on voit encore une fois que la volonté est la denrée la plus rare du vieux continent. Alors, on se bouge maintenant ou on se résigne? C'est de la réponse à cette question que dépendra l'avenir. Et peut-être l'envoi de futures précieuses matières premières vers la Chine, pour qu'elles soient recyclées là-bas. Si les Japonais sont largement en retard sur le plan de la voiture électrique, Honda a affiché clairement ses intentions sur le sujet dès le début de cette année. Or, si nombre de ses compatriotes se contentent d'annonces marketing et de déclarations d'intention, le constructeur au H chromé a décidé de montrer sa détermination en faisant essayer les mulets de son programme Zero. Zero est le nom du programme de reconquête des États-Unis pour Honda, et ce n'est pas dénué de symboles. Les Mitsubishi A6M0 ont en effet donné bien du fil à retordre aux Mustang et autres corsaires américains pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est avec cet esprit volontaire que Honda dévoile une partie de son programme destiné à créer sa nouvelle gamme électrique. Thin, Light and Wise sont les trois qualités de ce programme selon les Japonais. Et pour les prototypes qui ont été présentés aux journalistes, les deux premiers semblent déjà acquis. Honda a en effet équipé sa plateforme d'une batterie extrêmement fine, et le tout dans un châssis extrêmement léger. Doté de deux moteurs de 180 kW chacun beaucoup plus légers que ceux qu'on trouve à la concurrence, le plancher intègre une batterie extrêmement compacte et des giga-castings. Le constructeur japonais semble avoir pris l'ampleur de l'avancée technique qu'il lui faut accomplir pour convaincre. Les mulets qu'ont pu essayer les journalistes sous la forme d'une Honda Accord et d'un CR-V n'ont rien de définitif, mais à part la direction 100% électrique, elles intègrent toutes les fonctions promises lors de la présentation au CES 2024. Si on n'a pas de chiffre de capacité de batterie, on sait par contre que l'autonomie du modèle Saloon devrait être proche de 300 miles, soit 480 km. Cela n'a rien d'exceptionnel aujourd'hui, mais les annonces suggèrent que cette distance pourrait être atteinte avec moins de batterie que ses concurrentes. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Les énormes autonomies au prix de batteries pachydermiques ne sont pas le chemin que veut prendre Honda. Légendaires pour leur légèreté, les productions de la marque du futur veulent conserver cette caractéristique. Faire le meilleur usage des ressources et de l'énergie est une des forces de Honda, dont les produits peuvent être fun tout en restant économiques à l'usage. On se rappelle les Civic CRX qui avaient l'avantage d'être utilisables au quotidien, avec en plus des performances bien amusantes. Visiblement, les journalistes ont apprécié l'expérience même s'ils n'ont pas pu utiliser toutes les capacités des mulets mis à leur disposition. Ils ont toutefois souligné la vivacité des machines et le fun qu'elles apportent. Poids contenu et suspension pilotée sont probablement pour beaucoup dans ce ressenti, surtout que les moteurs à flux axiaux sont reconnus pour délivrer un couple important à bas régime. Sur le plan du développement, visiblement, Honda avance vite, mais il faudra tout de même attendre 2026 pour voir les premières versions définitives des Honda Zero. Personnellement, je suis impatient d'en savoir plus, tant ces autos semblent avoir intégré une approche à la Tesla, mais avec une approche et une précision toute japonaise. Si les nouvelles Honda font aussi bien que l'américain, tout en apportant la fiabilité légendaire et le fun de la marque, on a alors affaire à un des meilleurs concurrents pour s'opposer à Tesla ou aux Chinois. Mais restons pragmatiques.
Les indices sont là, reste à concrétiser. Ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de Faraday Future, cette marque américano-chinoise née en 2014 qui végète depuis. Après des annonces tonitruantes, Jia Huiting s'est peu à peu effacé de la scène en raison de nombreuses controverses sur son honnêteté ou sur la voiture qu'il a finalement réussi à mettre en production. Au bord de l'extinction, Faraday Future a décidé de mettre les bouchées doubles et annonce une nouvelle voiture qui sera vendue 20 000 $. Faraday Future, c'est avant tout la FF9, une voiture de très grand luxe aux performances ébouriffantes. Le problème, elle n'a été produite qu'à 10 exemplaires cette année. Voilà qui, en comparaison, fait passer Lucid pour une success story. Or, Faraday Future a de plus en plus de mal à financer ses opérations, malgré la présence d'investisseurs des Émirats Arabes Unis. Ceux-ci ne sont peut-être pas aussi conciliants que ceux de Lucid, et Faraday Future doit rapidement sortir de l'impasse. Pour le faire, la startup a annoncé la création d'une nouvelle marque, Faraday X. Cette nouvelle entité veut produire 2 modèles, une sportive, la FX5, et une familiale appelée FX6. Construite en partenariat avec des constructeurs chinois, ces 2 autos pourraient être vendues pour moins de 20 000 $ pour la première et moins de 30 000 pour la seconde. Faraday X prévoit la présentation et la mise sur le marché pour fin 2025. Ah! Bon, vous voyez la douille? Si les grands constructeurs ne parviennent pas à développer des produits aussi vite, comment une petite start-up pourrait en faire de même en si peu de temps? L'argument avancé par le constructeur est de faire appel massivement à l'intelligence artificielle, mais aussi à des partenaires déjà trouvés en Chine. Partenaires qui n'ont pas été nommés d'ailleurs. Bon, malgré l'enthousiasme de Faraday Future, et même en gardant une bonne dose d'optimisme, il y a peu de chances que les choses soient comme présentées. Il est plutôt probable que cette annonce soit là pour donner de l'élan au tour de table actuel pour le prochain financement de l'entreprise. De plus, les conditions ne sont pas vraiment réunies. Premièrement parce que le gouvernement américain freine toute ingérence technologique chinoise, et en particulier l'électronique ou l'informatique embarquée. La guerre d'information entre les zones d'influence politique pousse les gouvernements à se méfier du transfert de données entre les zones. Ainsi, la Chine vise à limiter le trafic de données Internet vers l'Occident et vice-versa. Les Américains en font de même, et l'Europe ne va pas tarder aussi. Cette méfiance promet de mettre des barrières au projet de Faraday X, tout comme les taxes américaines ou européennes. Même assemblés localement, les FX5 et FX6 seraient à des prix plus élevés qu'annoncés, je pense. Et en plus devraient se passer de fonctions connectées que tease pourtant la marque. Au final, cette annonce me fait l'effet d'un baroud d'honneur destiné à essayer de maintenir la confiance des investisseurs. Lancer un tel programme pour continuer à recevoir des fonds nécessaires au fonctionnement sous perfusion d'une entreprise, le temps d'hypothétiquement trouver le succès est courant dans le monde industriel. Nombre de startups s'en sont fait une spécialité et l'expérience a montré que rien n'en est sorti au final. À chaque fois que j'entends parler de Faraday Future, ça me fait penser à Vector et à son patron Jerry Wigert qui a réussi à faire financer son entreprise pendant plus de 20 ans en n'ayant produit qu'une quinzaine de véhicules en tout et pour tout. Espérons que je me trompe, mais sincèrement, je n'y crois pas du tout. Nous avons découvert énormément de voitures intéressantes depuis les débuts du JMT. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect de la voiture électrique du passé, la recharge. Si charger une voiture électrique n'est parfois pas simple en 2024, imaginez ce que cela pouvait être au début du XXe siècle. Aujourd'hui, même si certains réseaux ont une fiabilité aléatoire, le mode opératoire est relativement simple. On s'identifie d'une manière ou d'une autre, on branche et on attend que ça charge. Une fois que c'est fini, on débranche et c'est bon. L'électronique et l'informatique ont changé radicalement la façon de faire, et c'est tant mieux car l'avènement des batteries au lithium n'aurait pas pu avoir lieu sans cela. En effet, si les chimies acide-plomb ont une moins bonne densité énergétique, elles sont bien moins exigeantes du point de vue de leur gestion pendant la charge. Appliquer la bonne tension et la charge se fait bien. Pourtant, d'une voiture à l'autre, la tension peut être différente en fonction du nombre de cellules, et pour charger au mieux, il peut être nécessaire de faire varier la tension en cours de charge. Tout ceci est automatique sur les bornes modernes, mais c'était loin d'être le cas au début du XXe siècle. L'image que vous voyez ici est une borne de recharge en 1912, et ça ne devait pas être de la tarte. Levier et autres manettes devaient être manipulés avec précaution et connaissance, car les batteries n'avaient aucune protection électronique. La brochure de General Electric de l'époque est intéressante car elle décrit 2 éléments importants. Premièrement, la borne délivre 220 volts à 60 Hz, ce qui est toujours la norme pour les bornes aux États-Unis pour les voitures électriques. En Europe, c'est 50 Hz et 230 à 240 volts.
Deuxièmement, pour éviter la surcharge et les incendies, et oui, déjà même avec les batteries au plomb, c'est tout à fait possible. Le constructeur de la borne avait prévu une coupure de charge sitôt que le courant arrivait proche de zéro, soit la fin de charge. Dans les mêmes années, en France, les fiacres électriques étaient en vogue dans Paris et leur usage imposait une charge très longue. Dotés de batteries de 175 ampères-heure, ils devaient se recharger tous les 60 km, ce qui prenait plusieurs heures. Plutôt que d'immobiliser le véhicule, la solution fut trouvée par un échange de batteries en quelques minutes au dépôt. Comme quoi, on n'a rien inventé au XXIe siècle. En conclusion, si la recharge de voitures électriques est aujourd'hui bien plus facile qu'à l'époque, c'est le défi du nombre de bornes qui occupera nos entreprises pour pas mal d'années. La technologie est finalement secondaire, mais plus les bornes sont simples et bon marché, plus il sera facile et économique de les déployer encore plus largement. Et c'est cela qu'il faut retenir. La présentation de l'écosystème Robotaxi a eu lieu jeudi dernier en Californie, et beaucoup sont restés sur leur faim, dont moi, faut bien le reconnaître. Alors qu'on attendait des annonces concrètes, le patron de Tesla est resté vraiment dans le vague. On peut toutefois tirer plusieurs informations essentielles pour l'avenir de la marque. Et ça ne plaira pas forcément aux passionnés d'automobile. La conduite autonome et la généralisation de transports pratiques fonctionnant sans intervention humaine sont à nos portes. Et Tesla n'est qu'un des acteurs dans ce domaine. Mais c'est celui qui a été l'un des plus précurseurs pour le grand public avec l'autopilote dès 2015 sur les modèles S et X. Ce vendredi, pourtant, tout ce qu'a dit Elon Musk, ou presque, n'était que réchauffé, entendu déjà de nombreuses fois dans les discours de pas mal de constructeurs. Contrairement à d'autres présentations, ce show We Robot n'a pas été très fourni en données techniques ou en informations conceptuelles, comme ce fut le cas par exemple pour le Battery Day, l'E-Day ou l'Investor Day. En fait, ce qui s'est passé dans les studios Warner Bros. Ce 10 octobre dernier a réellement fait penser au tournage d'un film publicitaire, dans tout ce qu'il a d'irréel en tout cas. S'arrêter là pourtant serait une erreur, et comme bien souvent dans les présentations Tesla un peu succinctes, c'est plus dans les détails que se trouvent les informations intéressantes. Pour résumer le plan Tesla pour l'écosystème Robotaxi, 3 points sont à retenir. Premièrement, toutes les Tesla actuellement en production pourront devenir des robotaxis. Cela signifie que les autos équipées du hardware 4 pourront avoir la conduite autonome non supervisée. Mais aussi que les autres plus anciennes ne le pourront probablement pas. D'ailleurs, Elon Musk a été laconique et a été relativement réticent à parler des modèles S et X. Est-ce à dire qu'ils envisagent, avant l'apparition du robotaxi, de les faire disparaître? C'est malheureusement ce que je crains. Toujours est-il que ce n'est pas le cas pour le moment, et que ce sont les modèles 3Y qui commenceront le service robotaxi au Texas et en Californie en 2025. Ou du moins une conduite totalement autonome non supervisée. Deuxièmement, le véhicule qui sera le plus important pour l'écosystème sera le Cybercab. Présenté dès le début de l'event sans aucun suspense, on reste un peu sur notre fin question technique. Pas de présentation de la technologie moteur ou batterie, ni même d'évocation des systèmes embarqués. La seule chose qu'on a appris, c'est qu'elle n'a pas de port de charge, et qu'elle sera donc équipée d'un système par induction. C'était couru d'avance et la présentation n'apporte rien de nouveau. Comme escompté, l'auto est une 2 places au look très Tesla, avec une parenté évidente avec le Cybertruck. À l'intérieur par contre, eh bien, elle fait vraiment penser à une Model 3 Highland dont on a retiré le volant et les pédales. Il n'y a aucune originalité dans cette voiture. Elle n'est toutefois pas en inox comme son grand frère. Je pense plutôt à des panneaux en composite recouverts par un film vinyle ou PPF. La voiture sera produite à partir de 2026, mais probablement en nombre limité. Elon Musk a dit allez, avant 2027. Donc, personnellement, je pense que en grand nombre, on la verra pas avant 2030. Elle sera accessible aux particuliers pour un prix inférieur à 30 000 $. 30 000 $ hors taxes aux États-Unis. Donc, ça représente quand même une sacrée somme. Enfin, dernier volet de l'écosystème, le RoboVan. Navette autonome accueillant jusqu'à 20 personnes, elle n'est remarquable que par son aspect futuriste. Pour le reste, Musk est resté totalement muet. Aucune caractéristique, aucun délai, ou prix même très vague. En fait, tout ce qu'il a dit, c'est qu'il sera produit comme ça. C'est tout. Finalement, la présentation la plus convaincante a été celle du robot Optimus, qui marche et fonctionne de mieux en mieux. Les comportements extrêmement pertinents du robot ont fait dire à certains que les robots étaient opérés par derrière, par des opérateurs à distance. Personnellement, je n'y crois pas. Connaissant Tesla, je sais qu'ils préfèrent rater une présentation plutôt que de mettre en scène quelque chose.
Au final, je pense que les avancées dans le domaine du robot Tesla sont énormes, mais on aimerait bien que le constructeur mette autant de cœur à l'ouvrage pour développer les futures voitures destinées au public. Parce que oui, entendre parler du futur, c'est bien, mais ce serait mieux d'avoir quelque chose de nouveau à se mettre sous la dent maintenant. En conclusion, Tesla aurait pu créer un spot publicitaire que ça aurait été pareil. En dehors de l'aspect des véhicules, nous n'avons rien appris et les tours de manège offerts aux invités dans l'environnement contrôlé des studios Warner ne préjugent pas des capacités des véhicules autonomes qui nous ont été présentés dans la vraie vie. Sincèrement, je suis un peu déçu en tant que passionné de voitures, mais enthousiaste par mon côté geek de science-fiction. Et la présentation plus que floue de vendredi n'a fait que renforcer cette impression bizarre. Décidément, Elon Musk n'a pas fini de nous surprendre dans le bon ou dans le mauvais terme. Mais si j'avais totalement souscrit à sa vision à l'époque des modèles S, X, 3 et Y, j'avoue que je suis bien plus dubitatif aujourd'hui. S'il a eu raison depuis les débuts de Tesla, cela ne doit pas préjuger du succès de cette nouvelle phase qui, je pense, rencontrera plus d'écueils que les précédentes. Espérons qu'il saura garder plusieurs cordes à son arc et ne lancera pas l'entreprise dans cette unique voie. Garder en parallèle une activité de constructeur automobile traditionnel serait sage selon moi, surtout avec une communauté de clients qui adorent ces produits et qui sont pour une bonne part des passionnés de bagnole. L'avenir proche nous en dira plus avec entre autres le destin des roadsters et compacts. À suivre assurément. Voilà, ce journal est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. J'en remets une couche à vous abonner parce que c'est essentiel pour l'avancée du choucroute garage et pour pouvoir continuer à me donner la possibilité de vous faire des contenus plus intéressants et on va dire un peu plus différents de ce que je fais d'habitude. Voilà, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du choucroute garage. Portez-vous bien. Ciao.